Bonjour. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de demain. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Maya, je suis enseignante depuis 2 ans et demi. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par faire des études à l'université et ensuite je me suis formée en communication, un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant environ 5 ans. Et j'ai choisi de faire un bilan de compétences parce que j'avais envie de trouver un peu plus de sens à mon travail. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a orientée vers le métier de professeur des écoles. Je me suis inscrite au concours. Et après, pour valider ce projet, en parallèle de la révision en gros du concours, j'ai postulé pour être contractuelle. Donc c'est comme un CDD d'enseignant. Poste que j'ai exercé pendant 6 mois et qui m'a permis de valider mon projet professionnel. Ensuite, j'ai eu mon concours, j'ai fait mon année de professeur des écoles stagiaires en maternelle et j'enseigne aujourd'hui en tant que titulaire dans une classe de maternelle de petits moyens. Merci. Alors, quelles sont, selon vous, les principales missions de l'enseignant? Alors pour moi, les principales missions de l'enseignant, on a tout d'abord la transmission, donc transmettre des connaissances, des savoirs, être un facilitateur de la vie en communauté, de la vie en groupe, parce qu'une classe c'est quand même un groupe, en général on a des effectifs entre 20 et 28 élèves, d'avoir un esprit critique aussi, de pouvoir prendre leurs décisions en âme et conscience, peser le pour le contre, former un peu les citoyens de demain, de permettre à tous les enfants d'avoir les outils pour affronter la vie, pour prendre des décisions, pour réfléchir, faire partie de ce monde et avoir des connaissances qui leur permettront de vivre bien et de se développer. Selon vous, est-ce que justement les missions de l'enseignant ont évolué au cours de ces dernières années? Alors je pense qu'elles ont un peu évolué, après c'est mon avis, hein. Je pense qu'aujourd'hui on est on garde l'essence même du métier, donc qui est de transmettre comme je viens de le décrire, mais on a aussi un rôle, on est un peu partie prenante de l'éducation des enfants, en tous les cas en maternelle je trouve, où on leur enseigne aussi les règles de vie, des règles d'hygiène, encore plus en temps de Covid, où des choses un peu basiques comme se laver les mains, se moucher dans un mouchoir, ramasser les papiers qu'on jette par terre, enfin voilà, des choses qui sont plus qu'on peut en tant que parents enseigner à nos enfants. Et en ça je trouve que ça a peut-être un peu changé par rapport à l'époque où moi j'étais à l'école. Alors, quelles sont les motivations, justement, qui vous animent chaque matin avant de rentrer dans une classe? Alors, c'est tout d'abord de faire progresser les élèves, alors pas forcément au sens de progresser pour avoir des résultats, mais dans le cas des petits, enfin des maternelles, des enfants qui ont moins de 5 ans ou 5 ans, de progresser chaque jour. Donc par exemple ça peut être mettre son manteau tout seul, de s'autonomiser, de réussir à ouvrir un cahier dans le bon sens, coller une feuille, réussir un exercice en numération que l'enfant n'avait pas réussi avant. En fait c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me motive aussi en maternelle, c'est qu'on voit les progrès très très vite des enfants. Sur une semaine, un enfant peut arriver à faire quelque chose qui a beaucoup de difficultés à faire avant. C'est un métier qui nécessite de se remettre tout le temps en question par rapport à nos propres savoirs. Parce que je pense qu'en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on a apprises et qu'on a intériorisées, on ne se rend pas compte qu'on les a apprises. Et typiquement, j'ai l'anecdote de la semaine dernière, un enfant qui me dit « Mais c'est quoi maîtresse une île ?» Bah, une île, on sait tous ce qu'est une île, mais un enfant de 3 ans ne sait pas forcément ce qu'est une île. Et en fait, ça pousse personnellement à se remettre en question sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, sur la façon de l'enseigner. L'année dernière, dans ma classe de grande section, il y avait un élève qui avait beaucoup de mal à écrire son prénom, à tenir son crayon, etc. Et quand il a réussi, en fait j'ai été très 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 contente quoi. Et lui aussi d'ailleurs, parce que voilà, il faut aussi les valoriser pour leur montrer la façon dont ils ont progressé.
Alors, en fait, ça c'est aussi le rôle de l'enseignant, c'est de leur montrer qu'ils font des progrès et de leur permettre de se rendre compte de leurs progrès. Donc c'est ça aussi, à mon avis, l'essence du métier, c'est qu'on doit les guider sur la route du progrès, mais on doit aussi leur montrer qu'ils ont progressé, les féliciter, les encourager, pour qu'ils se rendent compte que voilà, là ils sont autonomes, ils ont réussi à faire ça tout seuls, là ils ont compris cet exercice, ils ont compris ce petit jeu, ils ont réussi à retenir cette comptine, ils ont réussi à faire des jeux de doigts alors qu'ils n'y arrivaient pas auparavant, ils ont réussi à faire le parcours de motricité, et ça, c'est en valorisant les enfants qui peuvent se rendre compte de leur progrès. Une question différente maintenant, avez-vous rencontré des difficultés, des déceptions dans votre carrière? J'ai déjà eu, disons, des difficultés, notamment quand j'ai été contractuelle, puisque c'est un contrat enfin, on peut accéder au métier d'enseignant en tant que contractuel avec un certain niveau de diplôme, mais on ne reçoit pas de formation sur comment enseigner. Donc on se retrouve quand même, si je puis dire, jeté dans le grand bain sans réelle bouée. Moi j'ai eu la chance d'avoir une conseillère pédagogique très disponible. Les conseillers pédagogiques viennent souvent dans la classe pour aider les enseignants qui ont des difficultés, etc. Qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que même en ayant eu des contacts avec les enfants auparavant, fait de l'animation, voilà, on se retrouve face à 28 élèves et on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc ça m'a permis d'évoluer et d'apprendre un peu sur le tas, mais c'est un métier qui est quand même assez complexe et qui nécessite, je pense, vraiment une formation pointue. Et il y a un autre point, c'est le manque de moyens dans certaines écoles, c'est-à-dire que les enseignants achètent souvent avec leur denier personnel du matériel, n'ont pas de quoi imprimer, parfois doivent rapporter leurs propres stylos, leurs propres feuilles, doivent collecter du matériel auprès des parents, et ça, voilà, ça fait partie, disons, des points négatifs du métier. Selon vous, est-ce que le métier d'enseignant vous permet la prise d'initiative? Alors oui, tout à fait, parce que effectivement on doit rester quand même dans le cadre des programmes, mais dans ce cadre-là, on peut enseigner comme on le souhaite. Donc on peut choisir sa pédagogie, on peut choisir de travailler comme on l'entend dans sa classe, et ça, c'est vrai que ça permet quand même une grande marge de manœuvre. Il y a des enseignants qui préfèrent par exemple l'histoire et qui vont monter des projets en histoire. Il y en a qui sont plutôt férus de sciences, et dans ce cas-là, ils vont aussi axer leurs enseignements sur les sciences tout en étant assez transverses. On peut enseigner le français à travers les sciences, etc. Donc oui, je pense que ce métier permet une prise d'initiative qui reste toujours dans le cadre des programmes. Que pensez-vous de la réforme sur l'inclusion mise en place par le gouvernement, et qu'est-ce que cela implique? Alors en fait, la réforme de l'inclusion, c'est la réforme de l'inclusion scolaire, ça implique de donner la possibilité aux enfants en situation de handicap d'être scolarisés en milieu normal. Donc en théorie, ça implique aussi des moyens qui vont avec, notamment pour certains enfants qui en ont besoin d'avoir une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, d'avoir parfois des infrastructures qui permettent, par exemple, à un fauteuil roulant de monter à l'étage, donc d'avoir un ascenseur, d'avoir des toilettes adaptées, voilà, ce genre de choses. Et donc je trouve que c'est une réforme qui est très 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 bien, parce que c'est très important de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Le souci, c'est qu'il y a un manque de moyens. Il y a certaines écoles où des enfants en situation de handicap n'ont pas d'AVS. Il y a certains endroits où des enfants en fauteuil n'ont pas forcément de toilettes adaptées, ou les personnes qui travaillent dans l'école, comme les agents d'entretien ou les ASEM en maternelle, sont parfois obligés de prendre le rôle d'AVS parce qu'en fait il n'y en a pas, et qu'un enfant qui ne peut pas se lever de son fauteuil seul, il faut bien le faire passer aux toilettes. Donc ça, ce sont des choses qui pour moi doivent être améliorées, parce que inclure tous les enfants c'est nécessaire, c'est important, mais il faut pouvoir les inclure, à mon sens, dans des conditions optimales, et pouvoir aussi reconnaître la difficulté de ces métiers, comme le métier d'AVS, où voilà, les personnes sont pas forcément non plus formées, tout comme les enseignants. On n'est pas forcément spécifiquement formés au handicap. Pour ma part, j'y ai
pas été confrontée à de nombreuses reprises, j'ai pas reçu une formation spécifique, même si on survole le sujet. Donc je pense que voilà, il y a des choses quand même à améliorer, même si c'est une réforme qui, à mon sens, est très très bien. Est-ce que le gouvernement, une fois que vous êtes enseignant, ou enseignant, est-ce qu'il met en place des formations type? Est-ce que vous-même, vous avez le droit de choisir vos formations? Est-ce que même si vous prenez des formations à l'extérieur, ils prennent en charge tout ou partie des formations? Comment ça se passe en fait? On a des formations qui sont imposées, on a un nombre d'heures de formation imposées par an. Et dans ce nombre d'heures imposées, il y a une partie des heures où la formation est soit en maths soit en français, et l'autre partie au choix. Et il y a également des formations qui s'appellent les FIL, c'est formations d'initiative locale, c'est quand une école postule pour un cycle de formation qui va concerner toute l'équipe pédagogique. On a aussi une plateforme en ligne pour suivre des formations à distance. Ça, c'est aussi un dispositif du gouvernement qui s'appelle Magistère. Quelles sont les valeurs fondamentales, pour vous en tout cas, selon vous, qui sont nécessaires pour enseigner? Alors pour enseigner, je pense qu'il faut beaucoup de patience. Il faut aussi de l'empathie. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les enfants ont aussi, comme nous, mais ont aussi leur vie, leurs soucis, leurs problèmes parfois à la maison, leurs questionnements d'enfants. Donc voilà, il faut essayer parfois de se mettre à leur place. Il faut être assez polyvalent. Il faut aussi... être assez calme parce que parfois on va expliquer plusieurs fois la même chose et on voit que l'élève ne comprend pas et là il faut savoir se remettre en question, changer sa manière d'expliquer, trouver d'autres stratégies. Il faut aussi de l'ouverture d'esprit parce que enseigner ça veut aussi dire côtoyer des histoires de vie, côtoyer des parents différents, côtoyer des milieux différents, ça selon on enseigne. Par exemple, moi j'enseigne en réseau d'éducation prioritaire, donc on est amené à être en face de toutes sortes de situations, de toutes sortes de gens qui viennent d'horizons divers et variés, qui sont d'origines différentes. Voilà, donc c'est très enrichissant et je pense que voilà, l'ouverture d'esprit c'est quelque chose de très important dans ce métier. Si toutefois vous deviez donner un conseil à un ou une jeune professeure, quel serait-il ? Alors, je pourrais donner plusieurs conseils. Tout d'abord, essayer de prendre de la distance parce que enseigner, c'est un métier où c'est assez difficile de rentrer chez soi le soir, de fermer la porte de sa classe et d'oublier tout ce qui s'est passé dans la journée. Je dis pas qu'avec les autres métiers, c'est le cas, mais pour ma part, quand je travaillais dans des entreprises, etc., quand la journée était finie, j'éteignais mon ordinateur. Et voilà, je rentrais chez moi, quand j'avais un gros projet, parfois j'y repensais, mais là c'est pas du tout la même chose. Au quotidien, on partage un peu la vie de ses enfants et c'est assez difficile de couper. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Savoir rester calme par rapport à la quantité de travail qu'on a aussi et par rapport au fait d'être, surtout je pense quand on est jeune enseignant, d'être poussé à finir le programme, en fait, de se mettre une énorme pression pour finir le programme. Souvent les programmes sont parfois denses ou parfois longs, donc je pense que ce qu'il faut c'est de faire de son mieux pour enseigner toutes les matières et d'essayer de prendre chaque jour avec un peu de renouveau et de se dire voilà, on va y arriver. J'ai un autre conseil, ce serait de partager au maximum avec les pairs. Parce que c'est très important, nous on partage beaucoup, dans l'école où j'enseigne actuellement, les collègues partagent beaucoup leurs méthodes, leurs ressources. Et sur un plan personnel, que vous apporte le travail effectué au quotidien avec vos élèves? De voir les élèves grandir et de les voir progresser, de les voir apprendre de nouvelles choses, de voir la satisfaction qu'il y a dans leurs yeux quand ils ont compris ou quand ils ont réussi. Voilà, ça c'est vraiment plaisant. C'est sûr que c'est une satisfaction parce que je me sens utile. Les journées sont toutes différentes malgré le cadre qui est imposé par l'école. Donc ça c'est vrai que c'est une grande satisfaction d'avoir aussi de l'imprévu. Alors merci. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous citer un livre qui vous a marqué sur votre chemin et que vous aimeriez partager avec la communauté?
Alors il y a un livre que j'avais acheté quand j'étais contractuelle et que j'étais justement en cycle 3 et qui n'avait rien à voir, ça s'appelle Construire le goût d'apprendre à l'école maternelle. C'est un livre, un ouvrage collectif qui a été écrit sous la direction de Christine Passerieux. Et ce livre m'a marquée parce que justement il évoque cette envie d'apprendre qu'ont les enfants quand ils sont tout petits, cette nécessité qu'a l'enseignant de leur donner ce goût d'apprendre. C'est une des missions du coup de l'enseignant, notamment en maternelle, c'est de les préparer au chemin du devenir élève et en leur donnant le goût d'aller à l'école par plaisir et pas par contrainte. Et du coup ce livre m'a marquée et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis contente d'être en maternelle et que j'ai envie de continuer un peu, même si j'ai envie de voir un peu aussi le cycle 2, le cycle 3 de manière un peu plus approfondie. Mais c'est vrai que les enfants à cet âge-là ont une soif d'apprendre et c'est notre mission de l'entretenir. Et alors, pourquoi Christine Passerieux s'est concentrée sur l'école maternelle? Alors à mon sens, elle s'est consacrée sur l'école maternelle parce qu'elle pense, ainsi que les collaborateurs qui ont contribué à l'ouvrage, que c'est pendant cette période que les enfants vont construire ce goût d'apprendre et que c'est à l'enseignant justement de les aider à le développer pour qu'ils aiment l'école et qu'ils aiment apprendre. Et c'est vrai que la maternelle, c'est un âge où les enfants sont encore très, très malléables, où ils sont encore curieux de tout. Et c'est vrai que c'est propice à leur donner cet engouement pour apprendre. Est-ce que vous auriez un conseil pour les parents ou les futurs parents qui nous regardent? Alors le conseil que je pourrais donner aux parents ou aux futurs parents, c'est de soutenir leurs enfants par rapport à l'école, de s'intéresser à ce qu'ils font à l'école et de valoriser aussi l'école d'une certaine façon pour continuer de cultiver leur goût d'apprendre et leur donner envie en fait d'aller à l'école, parce que l'école, c'est vrai que ça fait partie intégrante de leur journée, c'est la journée de nos enfants, de nos connaissances qui sont encore à l'école, et c'est important justement de les soutenir, de les aider à faire leurs devoirs, de parler avec eux de leur journée, d'écouter les comptines qu'ils récitent, les chansons qu'ils ont apprises, de regarder leur cahier, vraiment de les soutenir, quoi, de valoriser aussi l'école quand on est à la maison. Je parle pas de valorisation au sens élitiste, hein, c'est juste de reconnaître ce qu'ils font au quotidien. Merci. Et alors, pour conclure, est-ce que vous auriez un mot de la fin? Le mot de la fin, je pourrais vous dire que enseigner, c'est un beau métier. C'est vraiment enthousiasmant sur beaucoup d'aspects. Et les enfants nous apprennent beaucoup aussi.